Ma sœur a engagé des détectives privés pour prouver que je mentais sur ma nouvelle vie réussie après avoir coupé les ponts avec ma famille toxique. Elle avait prévu de m'exposer comme une ratée lors du dîner d'anniversaire de ma grand-mère. Mais leurs visages sont devenus livides quand le rapport de l'enquêteur a atterri sur la table et a tout révélé. L'enveloppe est arrivée un mardi matin, glissée sous la porte de mon appartement comme un serpent. Un papier épais de couleur crème, avec Anderson et associés, investigation privée, embossé en lettres d'or au sommet. À l'intérieur, une seule page. Une sommation demandant ma présence au dîner du 80e anniversaire de ma grand-mère, accompagnée d'une photocopie de leur contrat d'investigation. La signature de ma sœur Jessica trônait en bas, audacieuse et vindicative comme toujours. Je n'avais pas parlé à ma famille depuis 4 ans. Un silence radio total, depuis le jour où j'avais quitté la maison de mes parents dans l'Ohio, avec rien d'autre que 2 valises et ma lettre d'acceptation à l'université. Ils m'avaient dit que je faisais la plus grande erreur de ma vie, que je reviendrais en rampant d'ici 6 mois, fauchée et désespérée. Ma mère avait même ri quand j'avais dit que j'avais obtenu une bourse complète pour NYU. Jessica, de 5 ans mon aînée et l'enfant prodige par excellence, avait souri avec mépris depuis son perchoir sur le canapé en cuir que mon père lui avait acheté, en disant « Bonne chance pour survivre dans le monde réel ». Petite souris. Elle m'appelait comme ça depuis que nous étions enfants, parce que j'étais calme, parce que je lisais des livres au lieu de faire la fête, parce que je ne me défendais pas quand elle m'empruntait mes affaires sans jamais les rendre, parce que j'étais invisible dans une famille qui valorisait le volume sonore et la bravoure au-dessus de tout le reste. Mais j'avais réussi. Malgré leurs prédictions, malgré leur certitude que j'échouerais, j'avais vraiment réussi. La bourse était réelle, le diplôme en informatique était réel, les offres d'emploi étaient réelles. Tout ce sur quoi ils avaient parié contre moi s'était matérialisé exactement comme je l'avais prévu. Et ils n'en savaient rien parce que j'avais bloqué chaque numéro, chaque email, chaque avenue possible de contact. Sauf que maintenant, d'une manière ou d'une autre, ils savaient que je m'en sortais bien, assez bien pour engager des enquêteurs, assez bien pour vouloir prouver que je mentais. J'ai appelé le numéro sur l'en-tête. Une femme à la voix professionnelle et monotone a répondu « Anderson et associés, comment puis-je vous aider? J'ai reçu une sommation de votre cabinet concernant une enquête. Un instant, s'il vous plaît. » Une musique d'ascenseur a rempli le silence. Puis une voix d'homme, rauque et blasée. « Ici Mike Anderson. Pourquoi suis-je convoqué à un dîner d'anniversaire ?» Il s'est raclé la gorge. « Madame, vous n'êtes pas assignée au sens juridique. Votre famille a demandé que les conclusions de notre enquête soient présentées lors d'une réunion de famille. Nous sommes obligés de fournir nos résultats aux clients à l'heure et au lieu demandé. Vous êtes libre de venir ou non, mais le rapport sera livré quoi qu'il arrive. Qu'avez-vous enquêté exactement? Je ne peux pas discuter des détails avec quelqu'un d'autre que le client. Je peux vous dire que l'enquête s'est concentrée sur la vérification des affirmations concernant l'emploi, la résidence et le statut financier. Tout a été mené légalement, en utilisant des registres publics et une surveillance standard. Mon estomac s'est noué. Surveillance. Il m'avait surveillé, suivi, documentant ma vie comme si j'étais une sorte de criminel. Qui vous a engagé? Ai-je demandé. Plus précisément, Jessica Holloway Morrison, votre sœur, selon notre formulaire d'admission client. Et elle veut que cela soit présenté au dîner d'anniversaire de ma grand-mère. C'est exact. Samedi prochain, 19h, au Riverside Inn, j'ai raccroché sans un mot de plus. Mes mains tremblaient. L'audace de la chose était à couper le souffle. Jessica ne supportait pas que je sois partie. Elle ne pouvait pas tolérer l'idée que je puisse être heureuse et réussir sans la famille qu'elle avait utilisée toute sa vie comme piédestal. Elle voulait me traîner à nouveau à cette table de dîner et m'humilier devant tout le monde, prouver que j'étais toujours la pathétique petite souris, incapable de survivre seule. Le truc, c'est que je n'avais menti sur rien. Absolument tout ce que j'avais dit
aux quelques connaissances communes encore connectées aux deux mondes, était vrai. Je travaillais comme ingénieur logiciel dans une entreprise technologique de premier plan. Je vivais dans un appartement décent à Brooklyn. J'avais remboursé mes prêts étudiants par anticipation. Je m'en sortais plus que bien, mais Jessica ne voulait pas de la vérité. Et quand la réalité ne coopérait pas, j'avais 6 jours pour décider si j'allais me présenter. 6 jours pour savoir si je voulais faire face à des gens qui avaient passé des années à me faire sentir sans valeur, des gens qui n'avaient jamais demandé comment j'allais après mon départ, qui ne s'étaient jamais excusés pour les comparaisons constantes, le favoritisme, la cruauté décontractée déguisée en dynamique familiale. Mon téléphone a vibré. Un texte d'un numéro inconnu. C'est ta cousine Mélissa. S'il te plaît, viens à la fête de grand-mère. Elle demande de tes nouvelles tout le temps. Elle mérite de te voir. Mélissa et moi avions été proches enfants, mais elle avait choisi son camp quand j'étais partie. Ou plutôt rester dans le giron familial signifiait automatiquement être de leur côté. J'ai répondu: savais-tu que Jessica a engagé des détectives pour me suivre? 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Quoi? Non. C'est fou. Vérifie avec elle. Lizzie, je te jure que je ne savais pas. Mais s'il te plaît, viens quand même. Grand-mère ne va pas bien. C'est peu être son dernier anniversaire. Le chantage émotionnel était classique. Revenir pour grand-mère qui ne m'avait jamais défendue quand Jessica était à son pire, qui avait regardé mes parents couvrir ma sœur d'éloges et d'argent tout en me disant que je devais être plus réaliste quant à mes objectifs. Pourtant, l'idée qu'elle meure avant que je puisse prouver que j'avais fait quelque chose de ma vie me serrait le cœur d'une manière inattendue. J'ai passé le mercredi à faire des recherches sur Anderson et associés. Ils avaient une solide réputation, ce qui signifiait que leur enquête serait approfondie et précise. Ils auraient documenté mes trajets en métro le matin vers mon bureau dans le quartier financier de Manhattan. Ils m'auraient photographié sortant de mon immeuble. Un brownstone rénové que je partageais avec 2 colocataires. Ils auraient vérifié mon emploi chez TechCorp, où j'étais maintenant ingénieur senior avec un salaire à 6 chiffres. Ils auraient consulté mes rapports de crédit, montrant un excellent score et aucune dette. Tout ce que Jessica voulait infirmer serait au contraire confirmé noir sur blanc, compilé par les personnes mêmes qu'elle avait payé des milliers de dollars pour m'exposer. L'ironie était délicieuse. Jeudi soir, j'ai reçu un appel de ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité morbide l'a emporté. Lizzie, Lizzie, c'est toi? Sa voix semblait plus vieille, plus frêle que dans mes souvenirs. C'est moi. Oh, Dieu merci. Jessica a dit qu'elle avait retrouvé ton numéro. Dis-moi que tu viens à la fête de grand-mère. Elle n'arrête pas de te demander. Elle dit qu'elle a besoin de voir ses 2 petites filles avant de s'en aller. Est-ce que Jessica a mentionné pourquoi elle veut que je sois là? Une pause. Elle a dit qu'elle voulait renouer le contact, qu'assez de temps a passé, et que nous devrions être une famille à nouveau. Elle a engagé des détectives privés pour me suivre, maman. Elle prévoit de présenter le rapport au dîner. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé. C'est ridicule. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle ne croit pas que je réussisse vraiment. Elle pense que je mens, et elle veut m'exposer devant tout le monde. Lizzie, c'est de la paranoïa. Jessica ne ferait jamais ça. Il y a un nom d'entreprise, un numéro de dossier. Même si c'était vrai, ce que je ne dis pas que c'est, ce que je ne dis pas que c'est, peut être qu'elle voulait juste te retrouver. Tu nous as manqué, ma chérie. Ton père demande de tes nouvelles aussi. Le rejet désinvolte du comportement de Jessica était si familier qu'il m'a presque fait rire. Rien de ce que ma sœur faisait n'était jamais remis en question, jamais examiné, toujours rationalisé. En attendant, ma décision de partir avait été disséquée et critiquée pendant des années. Je vais y réfléchir, ai-je dit avant de raccrocher. Vendredi, j'ai reçu un email de Jessica elle-même. L'objet disait: mettons les choses à plat. Lizzie, je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis une éternité,
et je sais que les choses étaient difficiles avant ton départ. Mais je pense que nous sommes des adultes maintenant, et nous pouvons passer outre les vieux griefs. Grand-mère veut vraiment te voir. J'ai engagé quelqu'un pour trouver tes coordonnées parce que je ne savais pas comment te joindre autrement. S'il te plaît, viens au dîner. Nous pouvons repartir à zéro. Jess. Le gaslighting était presque impressionnant de subtilité. Elle avait recadré l'enquête comme une tentative bénigne de renouer contact, omettant complètement la partie où elle avait organisé une révélation dramatique lors d'un dîner de famille. Elle pariait que je ne connaissais pas toute l'ampleur de ce qu'elle avait préparé. Pariant que je me présenterais sans soupçon et sans préparation. J'ai répondu « Je serai là ». Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Ce sera bon de se rattraper. Samedi est arrivé, froid et gris, à l'image de mon humeur. J'ai passé 2 heures à me préparer, choisissant ma tenue avec soin. Une robe noire simple, chère, mais sobre, avec des boucles d'oreilles en perles que je m'étais offertes après ma première grosse promotion. Professionnelle, soignée, accomplie, tout ce qu'ils avaient dit que je ne serais jamais. Ma colocataire Tasha a frappé à ma porte vers midi. « Tu es sûre de vouloir faire ça ? Tu nettoies la cuisine frénétiquement depuis 6 heures du matin. » J'ai nettoyé la cuisine ? Elle a ri. Nettoyé, réorganisé le garde-manger et coordonné les épices par couleur. Tu es nerveuse. Bien sûr que je suis nerveuse. Je marche vers une embuscade. Tasha s'est appuyée contre le cadre de la porte, ses yeux sombres pleins de sympathie. Sauf que, tu sais, c'est une embuscade. Ce qui veut dire que tu n'y tombes pas vraiment. Tu la traverses. Grosse différence. Elle avait raison. Mais savoir qu'elle avait raison ne calmait pas le barattage dans mon estomac. J'avais passé 4 ans à construire une vie séparée du jugement de ma famille. Et maintenant, je retournais volontairement dans leur arène, même avec la vérité de mon côté, même en sachant que le plan de Jessica allait se retourner contre elle, les vieilles dynamiques essayaient déjà de se réaffirmer. L'anxiété, le besoin de faire mes preuves, la peur de ne pas être assez. Et si je me fige? Et si j'arrive là, basse, et que je redeviens cette gamine effrayée qui ne pouvait pas leur tenir tête? Tasha est entrée dans la pièce et s'est assise sur mon lit. « Lizzie, je te connais depuis 2 ans. Je t'ai vu négocier avec des vice-présidents qui essayaient de t'écraser en réunion. Je t'ai vu déboguer du code qui faisait pleurer des développeurs seniors. Tu as littéralement fait une présentation devant 300 personnes lors de cette conférence le mois dernier. Tu n'es plus cette gamine effrayée, même s'ils te font sentir comme elle. Mais c'est justement ça. Ils me font sentir comme elle. Dès que j'entends la voix de Jessica, j'ai à nouveau 12 ans. Je la regarde se faire féliciter pour un B, pendant que je me fais sermonner pour un A. Alors ne laisse pas sa voix être la plus forte dans ta tête. Ta voix doit être la plus forte. La voix qui t'a mené ici, celle qui t'a permis de continuer quand il disait que tu échouerais. C'est cette voix-là que tu apportes ce soir. J'ai hoché la tête, essayant d'absorber ses encouragements. Tasha m'a serré l'épaule et est partie, mais ses paroles sont restées avec moi pendant que je finissais de me préparer. La voix qui m'avait menée ici, celle qui avait étouffé leurs doutes et leur mépris pendant 3 ans d'affilée. Au moment où j'ai appelé la voiture pour m'emmener à la gare, je m'étais projetée à travers 17 scénarios différents et plans de secours. Le trajet de 6 heures en train vers l'Ohio est passé dans un flou de conversations répétées et de confrontations imaginées. Je continuais à regarder les photos sur mon téléphone, preuve de la vie que j'avais construite. Mon équipe à la fête de Noël de Tech Corp, le prix que j'avais reçu à la conférence de l'industrie, les captures d'écran de mes demandes de brevets, l'article sur le programme de codage pour les jeunes, qui me citait comme fondatrice et instructrice principale. Les preuves physiques m'aidaient. Ce n'était pas juste des affirmations ou des histoires, c'était documenté, réel, indiscutable. Jessica pouvait engager tous les enquêteurs qu'elle voulait.
Une femme âgée de l'autre côté de l'allée m'a remarqué en train de faire défiler mes photos de manière obsessionnelle. Grosse journée, ma puce, on dirait que tu pars au combat. J'ai souri malgré moi. Peut être que oui. Un combat de type dîner civilisé. Elle a gloussé. Ce sont les pires. Au moins dans une vraie bataille, on voit l'ennemi venir. Dans un dîner, il sourit pendant qu'il vous poignarde. C'est exactement ce qui m'inquiète. Eh bien, tu es habillé pour ça. Et tu as ce regard dans les yeux. Le genre qui dit que tu as déjà gagné. Tu es juste là pour récupérer le prix. Elle m'a fait un clin d'œil. Fais-leur vivre l'enfer, ma puce. Le train est entré en gare 40 minutes avant le dîner. J'avais chronométré ainsi, me donnant intentionnellement une marge, mais pas trop de temps pour ne pas rester dans ma voiture de location à trop réfléchir. Le trajet jusqu'au Riverside Inn a pris 15 minutes à travers des rues que je connaissais autrefois par cœur. Tout paraissait plus petit que dans mes souvenirs, plus usé. Le café où j'avais passé des heures à étudier était maintenant un magasin de vapotage. La librairie où je me cachais des amis de Jessica était un bureau de préparation d'impôts. Revenir me donnait l'impression de visiter un musée de mon propre passé. Tout était préservé, mais sans vie, plus du tout pertinent par rapport à qui j'étais devenue. J'ai failli passer devant ma maison d'enfance, mais je me suis arrêtée. La regarder ne changerait rien. Cela ne ferait que remuer des souvenirs que j'avais passé des années à traiter. Le parking du Riverside Inn se remplissait déjà de voitures familières. J'ai reconnu la ridicule Corvette jaune de mon oncle, la camionnette de ma tante, avec les autocollants de la famille en bâton, la Honda cabossée de ma cousine Mélissa, avec un autocollant Bernie toujours sur le pare-choc 3 élections plus tard. La Mercedes argentée de mes parents était garée près de l'entrée avec la Range Rover blanche de Jessica juste à côté. Bien sûr, elle s'était garée près d'eux, maintenant le front uni jusque dans l'arrangement du parking. Je suis restée assise dans ma voiture de location pendant 10 minutes à regarder les gens entrer. Tante Caroline, avec son infâme gratin de haricots verts, oncle Tom et sa nouvelle femme, dont je ne me souvenais jamais du nom, des cousins avec qui j'avais joué enfant, portant maintenant leurs propres enfants. Tout un réseau familial qui avait continué sans moi, remarquant à peine mon absence, sauf pour alimenter les commérages. Mon téléphone a vibré. Un texte de mon amie Janelle de Brooklyn. Rappelle-toi que tu es une ingénieure logicielle d'enfer avec des brevets et des prix. Ce ne sont que des gens qui se sont trompés sur toi. Va leur montrer à quel point. Un autre texte, celui-ci de mon mentor au travail. David, quoi que tu traverses, tu gères. Appelle-moi si tu as besoin d'une stratégie de sortie. Le soutien de ma famille de cœur, les gens qui me connaissaient tel que j'étais réellement plutôt que tel que j'avais été à 18 ans, a stabilisé quelque chose en moi. J'ai vérifié mon rouge à lèvres dans le miroir, lissé ma robe, et je suis sortie de la voiture avant de pouvoir hésiter à nouveau. Le Riverside Inn était exactement le genre d'endroit que ma famille adorait. Ostentatoire sans être vraiment élégant, assez cher pour impressionner, mais manquant de toute sophistication réelle. La salle à manger était faite de bois sombre et de luminaires en cuivre, remplie de membres de la famille élargie, que je reconnaissais à peine. Grand-mère était assise en bout de table, plus petite et plus fragile que dans mes souvenirs. Son visage s'est éclairé quand elle m'a vue. Lizzie, petite Lizzie. Je suis allée vers elle, et je l'ai laissée me tirer dans une étreinte qui sentait la lavande et les vieux souvenirs. Salut, grand-mère. Oh, tu es si belle, si grande. New York. J'ai vécu à New York. À faire quoi? Raconte-moi tout. Avant que je puisse répondre, Jessica est apparue à mon coude, impeccable dans ses vêtements de marque. Son sourire était assez tranchant pour couper du verre. Lizzie, tu es venue. Viens t'asseoir. Le siège était entre elle et ma mère, directement en face de mon père et de sa désapprobation à peine voilée. Toute la famille élargie nous observait avec divers degrés de curiosité et de jugement. Tante, oncle,
cousins avec qui j'avais passé des Noëls et des actions de grâce. Tous étaient des étrangers familiers maintenant. Le dîner s'est déroulé avec des banalités atroces. Que faisais-je à New York? Où est-ce que j'habitais? Est-ce que je voyais quelqu'un? Les questions ressemblaient à de la reconnaissance. Rassemblant des informations pour les comparer à ce qui se trouvait dans ce rapport. Jessica continuait à vérifier son téléphone, souriant à une blague privée. Le dessert est arrivé. Un gâteau élaboré avec 80 bougies qu'il a fallu 3 personnes pour allumer. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire ». Grand-mère a eu les larmes aux yeux. Et puis, Jessica s'est levée, tapotant son verre de vin avec une fourchette. Avant de couper le gâteau, j'ai une présentation spéciale. Grand-mère, nous voulions t'offrir le cadeau d'avoir toute ta famille réunie à nouveau. Comme vous le savez, Lizzie a quitté la maison il y a 4 ans, et nous nous sommes tous tellement inquiétés pour elle. Ma mère tamponnait ses yeux avec une serviette. La mâchoire de mon père était contractée. Nous avons entendu des rumeurs disant qu'elle s'en sortait bien, mais nous ne savions pas vraiment, et cette incertitude a été si dure pour maman et papa, a continué Jessica. Alors, j'ai pris sur moi de découvrir la vérité. J'ai engagé une entreprise d'investigation professionnelle pour localiser Lizzie et vérifier sa situation. Parce que nous l'aimons et que nous avions besoin de savoir si elle allait bien. Elle a sorti une enveloppe Kraft de son sac, la tenant comme un trophée. Ce rapport contient tout sur la vie actuelle de Lizzie, où elle vit, où elle travaille, sa situation financière. J'ai pensé que nous pourrions tous entendre la vérité ensemble. La pièce est devenue silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers moi, attendant la révélation, l'exposition, le moment du jugement. Le sourire de Jessica était triomphant alors qu'elle ouvrait l'enveloppe et commençait à lire. Sujet: Lizzie Marie Morrison. Résidence actuelle: 347 Prospect Street, Brooklyn, New York. Un appartement partagé dans un brownstone rénové. Sa voix a légèrement flanché. Loyer mensuel: 2100 $. Part du sujet. Elle s'est raclé la gorge et a continué. Emploi: ingénieur logiciel senior chez Tech Corp Industries. Employé depuis juin 2023. Promu au niveau senior en janvier 2025. Son visage commençait à perdre ses couleurs. Salaire annuel. Les papiers tremblaient entre ses mains. Salaire annuel: 145 000 $, plus avantages sociaux et stock options. Un murmure a parcouru la table. Le rapport de crédit montre 0 dette en cours. Prêts étudiants payés en totalité en mars 2024. Score de crédit 812. Elle s'est arrêtée de lire, fixant la page. Quoi? A demandé ma mère. La voix de Jessica est sortie à peine plus forte qu'un murmure. Compte d'épargne totalisant 73 000 $. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai vu la réalisation poindre sur chaque visage autour de la table. Jessica avait payé quelqu'un pour prouver que j'étais une ratée. Et au lieu de cela, elle avait documenté exactement à quel point j'avais réussi. Chaque affirmation qu'elle avait voulu démystifier avait été vérifiée. Chaque mensonge qu'elle espérait exposer s'était révélé être la vérité. Mais elle a continué à lire, sa voix tremblante maintenant. Le sujet a reçu 2 prix de l'industrie pour le développement de logiciels. Est répertorié comme développeur principal sur 3 brevets déposés par Tech Corp, bénévole chaque semaine dans un programme de codage pour les jeunes à Brooklyn. N'a pas de casier judiciaire, pas de problème juridique en cours, pas de dette, et maintient une vie sociale active avec plusieurs groupes d'amis documentés pendant la surveillance. Elle a levé les yeux vers moi et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose dans les yeux de Jessica qui n'était ni du mépris ni du dédain. La peur d'avoir mal calculé. Que son plan parfait se soit retourné contre elle, que la petite souris soit devenue quelque chose qu'elle ne pouvait plus contrôler ou diminuer. Je me suis levée, lentement. Y a-t-il autre chose dans ce rapport, Jessica? Elle a feuilleté les pages restantes, cherchant clairement n'importe quoi de négatif.
le moindre fragment de preuve montrant que je n'étais pas aussi accomplie que les chiffres l'indiquaient. Ses mains tremblaient. Il y a des photos de surveillance. Toi, allant au travail, dans des cafés, à la salle de sport, vivant ta vie. Ma vie, ai-je dit calmement. La vie que vous ne pensiez pas que je pourrais construire. La vie que vous disiez tous être impossible. Quand je suis partie, vous m'avez dit que j'échouerais en 6 mois. Papa a dit que je reviendrais en rampant, demandant de l'aide. Maman a ri de ma bourse. Et toi, Jessica, tu m'as traitée de stupide petite souris qui finirait serveuse et vivant dans une boîte à chaussures. Je me suis tournée pour m'adresser à toute la table. Je suis partie parce qu'être membre de cette famille signifiait être petite. Cela signifiait accepter que Jessica était celle qui réussissait, la personne importante, celle qui comptait. Cela signifiait écouter des rappels constants que je n'étais pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez ambitieuse. Alors je suis partie et j'ai construit exactement la vie que je voulais, sans aucune aide de votre part, sans aucun soutien, malgré toutes vos prédictions. Le visage de mon père était devenu rouge. Tu nous as coupé les ponts, a-t-il dit. Je vous ai dit où j'allais. Je vous ai dit ce que je faisais. Vous avez choisi de ne pas me croire. Vous avez choisi d'en faire des blagues, de parier sur la rapidité de mon échec. Pensiez-vous que je n'entendais pas ces conversations? Pensiez-vous que votre mépris était subtil? Mélissa pleurait silencieusement. Quelques oncles et tantes semblaient profondément mal à l'aise. Grand-mère m'observait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. J'ai ramassé le rapport là où Jessica l'avait laissé tomber sur la table. Merci pour ça. Au fait, c'est agréable d'avoir une documentation professionnelle de tout ce que j'ai accompli. Je suis sûre que ça t'a coûté assez cher, plusieurs milliers de dollars probablement, pour prouver que ta petite sœur ne mentait pas, n'échouait pas, n'était pas le désastre que vous aviez tous prédit. Jessica a enfin retrouvé sa voix. Je voulais juste m'assurer que tu étais en sécurité. Ne fais pas ça. Le mot est sorti plus dur que je ne l'avais prévu. Ne réécris pas l'histoire maintenant. Tu voulais m'humilier. Tu voulais que tout le monde ici me voie exposée comme une fraude. Tu voulais me traîner à nouveau dans la hiérarchie familiale où tu es au-dessus et moi en dessous. Mais l'enquêteur que tu as engagé a dit la vérité, et la vérité est que je m'en sors mieux que ce que tu n'aurais jamais espéré. Je me suis tournée vers ma grand-mère. Grand-mère, je t'aime. Je suis désolée de ne pas avoir rendu visite, mais j'avais besoin de construire une vie où on ne me disait pas constamment que je n'étais pas assez. J'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais le faire seule. Et je l'ai fait. Grand-mère a tendu la main et a pris la mienne. Sa prise était étonnamment forte. « Je suis fière de toi, Lizzie, a-t-elle dit. J'ai toujours su que tu avais de l'acier en toi. Je suis désolée de ne pas l'avoir dit plus souvent quand tu étais plus jeune. L'excuse était inattendue, insuffisante, et pourtant d'une certaine manière pleine de sens. Je lui ai serré la main en retour. Ma mère a essayé ensuite. Chérie, si nous t'avons fait ressentir cela, nous ne le pensions pas. Maman, Jessica a engagé des détectives pour me suivre. Elle a planifié toute cette soirée autour de mon exposition comme menteuse devant toute la famille au 80e anniversaire de grand-mère. Et tu vas rester assise là à me dire que vous ne pensiez pas me faire de mal? Elle n'avait pas de réponse à cela. Mon père non plus, lui qui fixait son assiette comme si elle détenait les secrets de l'univers. J'ai regardé chacun d'eux, mes parents qui n'avaient jamais cru en moi, ma sœur qui avait construit son identité sur le fait d'être meilleure que moi, ma famille élargie qui avait regardé ces dynamiques se jouer pendant des années sans intervenir. La déception que je ressentais n'était plus amère. Elle était juste fatiguée. Je suis venue ce soir parce que Mélissa a dit que grand-mère me demandait, et parce qu'une partie de moi voulait vous montrer que j'avais réussi, que vous aviez tort à mon sujet, mais en me tenant ici maintenant, je réalise que je n'ai pas besoin de votre validation. Je n'en ai jamais eu besoin. Je pensais juste que c'était le cas, et ça fait toute la différence.
J'ai ramassé mon sac et mon manteau. Le rapport est à toi, Jessica. Garde-le, encadre-le si tu veux. Montre-le aux gens quand ils te demandent de mes nouvelles. Dis-leur que ta petite souris de sœur est devenue ingénieure logiciel senior avec des brevets et des prix, et une vie qu'elle a construite de zéro. Dis-leur qu'elle a tout fait sans la famille qui disait qu'elle ne le pourrait pas. À mi-chemin de la porte, mon père m'a appelé. Lizzie, attends, je me suis retournée. Il se tenait là, cet homme qui avait balayé chaque réussite que j'avais obtenue au profit des accomplissements médiocres de Jessica. Pour un moment, il a semblé perdu. Je suis désolé, a-t-il dit. Je suis désolé que nous ne t'ayons pas vu. Je suis désolé de t'avoir fait sentir que tu avais quelque chose à prouver. C'était la première excuse sincère que j'entendais jamais de sa part. Cela n'effaçait pas les années de négligence, les comparaisons constantes, la cruauté gratuite. Merci, ai-je dit. J'espère que tu le penses vraiment. Je suis partie avant que quelqu'un d'autre ne puisse parler, avant que Jessica ne puisse inventer un nouveau récit, avant que ma mère ne tente d'arranger les choses avec des assurances vides. L'air froid à l'extérieur semblait plus propre, plus facile à respirer d'une certaine manière. Mon téléphone a vibré avant que je n'arrive au parking. De Mélissa. C'était le truc le plus impressionnant que j'ai jamais vu. Je suis désolée que nous n'ayons pas été meilleurs avec toi. Puis un autre texte d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Mike Anderson, de la firme d'investigation. Je voulais juste dire que la réaction de votre sœur quand j'ai livré le rapport complet hier était impayable. Elle a même essayé de me payer pour falsifier les conclusions. J'ai pensé que vous devriez savoir. Au fait, impressionnant portefeuille de brevets, j'ai ri. J'ai ri pour de vrai. Debout là, sur le parking du Riverside Inn. Jessica était si certaine que je mentais qu'elle avait essayé de corrompre l'enquêteur pour créer de fausses preuves. Le désespoir de la chose était presque triste. Presque. J'ai conduit jusqu'à Brooklyn avec un trafic fluide, mon téléphone explosant de messages que je lirai plus tard. Peut être. L'appartement était sombre quand je suis rentrée. Mes colocataires étaient de sortie pour la soirée. J'ai mis des vêtements confortables, j'ai fait du thé et je me suis assise près de la fenêtre surplombant la rue. Je n'avais pas appelé chez moi pendant 4 ans. Le rapport était posé sur ma table basse, ce document qui était censé me détruire, mais qui avait à la place prouvé tout ce pour quoi j'avais travaillé. Je l'ai feuilleté, lisant les évaluations sèches et factuelles de ma vie. L'enquêteur avait été minutieux. Des photos de moi riant avec des amis dans un café, la documentation de mon travail bénévole, même des notes sur ma routine de course matinale à Prospect Park. Une section près de la fin a attiré mon attention. Le sujet semble bien équilibré et satisfait. Plusieurs entretiens avec des voisins, collègues et connaissances confirment que le sujet est apprécié, fiable et respecté professionnellement. Aucune preuve de fabrication ou de fausse déclaration trouvée dans aucun aspect du mode de vie revendiqué par le sujet. Bien équilibrée et satisfaite. Des mots si simples pour un état d'être si difficile à atteindre. Mon téléphone a sonné. Le numéro de grand-mère. Allô, Lizzie, grand-mère, ma chérie. Je voulais t'appeler avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, grand-mère. Je suis désolée si j'ai gâché ton dîner d'anniversaire. Gâché? Mon enfant, c'était l'anniversaire le plus intéressant que j'ai eu depuis des décennies. Ta sœur est toujours dans la salle de bain en train de pleurer. Ta mère fait la leçon à ton père sur ses échecs parentaux, et la moitié de la famille se dispute pour savoir qui a été le plus méchant avec toi en grandissant. C'est délicieusement chaotique. Malgré tout, j'ai souri. Parfois, le chaos est exactement ce dont une famille a besoin. Elle a marqué une pause. Lizzie, je veux que tu saches quelque chose. Je savais que tu réussirais. Même quand tu étais petite, tu avais cette détermination dans les yeux. J'aurais dû dire quelque chose quand ils étaient durs avec toi. J'aurais dû te défendre davantage. Je suis une vieille femme avec de vieux regrets, mais je veux que tu saches que je te vois, maintenant. Des larmes ont piqué mes yeux,
Merci, grand-mère. Est-ce que tu viendras me voir un jour? Juste toi et moi. Pas de dîner dramatique. J'aimerais beaucoup. Tant mieux. Maintenant, repose-toi un peu. J'imagine que cette journée a été épuisante. Elle avait été épuisante, vindicative et étrangement creuse. J'avais prouvé mon point de vue, affronté ma famille, vu le plan de Jessica s'effondrer entre ses mains. Mais, assise là dans mon appartement, je me sentais moins triomphante que simplement soulagée que ce soit fini. Au cours des semaines suivantes, les choses ont bougé de manière inattendue. Mélissa a commencé à envoyer des messages régulièrement, s'intéressant réellement à ma vie au lieu de simplement collecter des informations pour les rapporter. Quelques cousins m'ont contacté avec des excuses sincères. Ma mère a envoyé un long email reconnaissant ses manquements, demandant si nous pouvions reconstruire lentement. Jessica ne m'a jamais contactée directement. J'ai appris par Mélissa qu'elle disait à tout le monde que l'enquêteur avait déformé ses conclusions, que le rapport était inexact, que j'avais dû tout mettre en scène. Le déni était prévisible mais finalement sans importance. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité. Mon père a envoyé un seul message 6 semaines après le dîner. Ta mère et moi aimerions t'inviter à dîner un jour. Juste nous, sans attente. Nous voulons savoir qui tu es devenu. J'y ai réfléchi pendant 3 jours avant de répondre. Peu. Être dans quelques mois. J'ai besoin de plus de temps. Sa réponse a été immédiate. Quand tu seras prête, nous serons là. Le truc avec la vengeance, c'est que c'est censé être satisfaisant, comme le chapitre final, se fermant sur une histoire douloureuse. Mais en me tenant dans cette salle à manger, regardant le visage de Jessica alors qu'elle lisait la documentation de mon succès, je me sentais moins comme un vainqueur que comme quelqu'un qui avait simplement survécu. La validation était réelle, mais elle ne guérissait pas les années de dommages. Elle n'effaçait pas la voix internalisée qui murmurait encore parfois que je n'étais pas assez. Le trajet de retour vers Brooklyn aurait dû paraître triomphal. Au lieu de cela, je me sentais vidée, épuisée d'une manière qui allait plus profond que la fatigue physique. Je m'étais arrêtée sur une aire de repos 1 heure après le départ et j'étais restée assise dans ma voiture, fixant les néons de la station-service, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer depuis que j'avais quitté le restaurant. J'ai fini par regarder les messages, les faisant défiler avec un étrange détachement. De Mélissa. C'était incroyable. Jessica s'est enfermée dans la salle de bain pendant 30 minutes. Maman fait une crise de nerfs. Papa a l'air d'avoir pris 10 ans. Je suis fière de toi, de tante Caroline. Je te dois des excuses. Nous t'en devons tous. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, quand j'ai vu comment il te traitait. J'ai été une lâche. Donc le Tom, ta grand-mère n'arrête pas de sourire. Elle a dit à tout le monde que tu étais sa petite fille préférée après ton départ. C'est la première fois que je l'entends choisir un favori. D'un numéro inconnu. C'est ton cousin Brandon. J'ai déménagé à Seattle il y a 2 ans pour des raisons similaires. Détails différents, même dynamique familiale. Un café un de ces jours, les messages continuaient d'arriver. Un déluge de réactions, d'excuses et de tentatives de reconnexion. Des gens qui m'avaient regardé lutter, qui avaient été témoins du favoritisme et de la cruauté gratuite, qui étaient restés silencieux parce que c'était plus facile que de confronter le dysfonctionnement. Maintenant, ils voulaient l'absolution. Ils voulaient être du bon côté de l'histoire. Ils voulaient prétendre qu'ils avaient toujours cru en moi. J'ai éteint mon téléphone complètement et je suis entrée dans l'air de repos. J'ai acheté un café terrible et un sandwich rassis que je n'ai pas mangé. Je me suis assise à une table en plastique boulonnée au sol. Un routier à la table d'à côté se disputait avec quelqu'un au téléphone au sujet des horaires de livraison. Une famille avec 3 enfants essayait de ramener tout le monde dans leur monospace. Des gens normaux vivant des vies normales, non accablés par le poids de l'histoire familiale et des réconciliations compliquées. Ce que la soirée avait fait, ce n'était pas de m'apporter une conclusion définitive. Elle n'avait pas tout réglé proprement ni effacé le passé. Ce qu'elle avait fait,
C'était prouver que je pouvais me faire confiance, que quand tout le monde s'était trompé sur moi, j'avais eu raison, que le choix de partir, de recommencer, de construire quelque chose de nouveau avait été le bon, même quand c'était terrifiant, solitaire et incertain. J'ai repris la route vers minuit, l'autoroute presque vide, à l'exception des camions de long courrier et de quelques berlines, en excès de vitesse. La radio jouait doucement un programme de jazz nocturne qui ne demandait aucune attention. Mon esprit vagabondait à travers la soirée, rejouant des moments avec une étrange clarté. La façon dont les mains de mon père s'étaient crispées quand j'avais mentionné leur pari sur mon échec, le son de la voix de Jessica se brisant alors qu'elle lisait les informations financières, les larmes de ma mère, dont je ne savais toujours pas si elles étaient sincères ou jouées, la fierté inattendue de grand-mère qui avait touché quelque chose que je pensais trop cicatrisé pour ressentir encore quoi que ce soit. Mais plus que tout cela, je revenais sans cesse au moment où Jessica m'avait regardé de l'autre côté de cette table. J'avais vu de la peur dans ses yeux, pas de la colère, pas du mépris, de la peur, parce que toute son identité avait été bâtie sur le fait d'être meilleure que moi, plus intelligente que moi, plus accomplie que moi. Et en une seule soirée, cette fondation s'était fissurée. Je ne me sentais pas désolée pour elle. Je n'étais pas encore prête pour ce niveau d'empathie. Mais j'avais compris quelque chose que je n'avais pas saisi auparavant. Son besoin de me garder petite n'avait jamais vraiment été à propos de moi. Cela avait été à propos de sa propre insécurité, de sa propre peur, que sans quelqu'un au-dessous d'elle, elle n'était rien de spécial du tout. Cette réalisation n'excusait pas son comportement, mais elle le contextualisait d'une manière qui le rendait moins personnel. Elle n'avait pas essayé de me détruire parce que je le méritais. Elle avait essayé de me détruire parce qu'elle avait peur de sa propre insuffisance. Quand je me suis enfin garée dans ma rue à Brooklyn vers 3 heures du matin, je me sentais vidée et, d'une certaine façon, plus légère en même temps. L'appartement était sombre. Je n'ai pas allumé les lumières, je me suis juste assise sur le canapé dans la pénombre, laissant mes yeux s'ajuster, laissant les ombres familières de mon propre espace se poser autour de moi comme une couverture. C'était réel. Cet appartement, cette vie, cette version de moi-même que j'avais construite à force de détermination, de dépit et d'espoir têtu, ce n'était pas parfait. J'avais encore des moments de doute. J'entendais encore des échos de leurs voix me disant que je n'étais pas assez bien. Mais ces voix devenaient plus faibles, étouffées par l'épreuve, par les accomplissements, et par le simple fait de mon existence continue selon mes propres termes. Vers 4 heures du matin, je suis enfin allée me coucher, trop fatiguée pour me doucher ou me changer proprement. Je me suis endormie en quelques minutes, d'un sommeil profond et sans rêve, le genre de sommeil qui vient quand quelque chose a enfin été achevé. Le lendemain matin, dimanche, je me suis réveillée tard sous les rayons du soleil filtrant par la fenêtre de ma chambre et l'odeur du café venant de la cuisine. Tacha préparait le petit déjeuner quand je suis sortie, traînant les pieds, portant encore ma robe de la veille, les cheveux en bataille. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé, faisant glisser un mug vers moi. J'ai pris une longue gorgée avant de répondre. Jessica a engagé des enquêteurs pour prouver que je mentais sur ma vie. Elle prévoyait de m'exposer devant tout le monde au dîner. Le rapport qu'elle a payé des milliers de dollars a confirmé que tout ce que je disais était vrai. Elle a dû le lire à voix haute devant toute la famille. Des essais d'M. Gobles. Les yeux de Tacha se sont agrandis. J'ai une copie dans mon sac, avec photos de surveillance et vérification financière. C'est. Elle a commencé à rire et ne pouvait plus s'arrêter. C'est le plus spectaculaire but contre son camp que j'ai jamais entendu. S'il te plaît, dis-moi que tu as une vidéo, mieux que ça. J'ai le souvenir de son visage quand elle a réalisé ce qu'elle venait de faire. Nous avons passé l'heure suivante à la table de la cuisine pendant que je racontais toute la soirée, Tacha intervenant avec des commentaires de plus en plus ravis. Notre autre colocataire, Marcus, s'est réveillé à mi-chemin et a fait des pancakes en écoutant l'histoire, secouant la tête d'incrédulité. « Ta famille est dingue », a-t-il dit finalement.
genre, respectueusement, complètement détraquée. Je sais, ai-je répondu. Mais tu y es retourné, a souligné Tasha. Tu aurais pu ignorer tout ça, rester à la maison, laisser Jessica présenter son rapport à une chaise vide. Mais tu y es retourné, et tu leur as fait face. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Je crois que j'avais besoin de voir leur visage, ai-je dit. Besoin qu'ils voient le mien, besoin de savoir qu'ils savaient que j'étais au courant de ce qu'ils avaient essayé de faire, et que ça avait échoué. Une conclusion, a dit Marcus sagement, en retournant un pancake. Tu avais besoin de conclure ce chapitre. Peut-être, ou peut-être, que j'avais besoin de me prouver quelque chose à moi-même, que je pouvais retourner dans cet endroit et ne pas disparaître dans la personne qu'ils attendaient que je sois. La conversation a dérivé sur d'autres sujets, mais je continuais à penser aux mots de Marcus. Conclusion. Était-ce ce que la soirée dernière avait été? Cela ne me semblait pas tout à fait terminé. Les messages sur mon téléphone suggéraient que c'était plus un début qu'une fin, une porte s'ouvrant sur des réconciliations compliquées et des conversations difficiles. Mais quelque chose avait basculé. Un poids que je portais sans m'en rendre compte avait été déposé. J'avais arrêté d'attendre qu'ils croient en moi. J'avais arrêté d'avoir besoin de leur validation, et en faisant cela, je leur avais retiré le pouvoir de définir ma valeur. 3 mois après le dîner d'anniversaire, j'ai été promue ingénieure principale. Le jour où j'ai signé les papiers, j'ai envoyé à grand-mère une photo de mon nouveau bureau avec vue sur l'horizon de Manhattan. Elle a répondu « Je savais que tu le ferais. Si fière. Viens me voir bientôt. » Je lui ai rendu visite, retournant dans l'Ohio un samedi matin avec du café et des bagels de son endroit préféré que j'avais passé 1 heure à chercher à Brooklyn. Nous nous sommes assises dans son jardin et avons parlé de tout sauf de ma famille. Elle m'a parlé de sa propre mère, qui l'avait découragée d'aller à l'université. Elle m'a dit qu'elle avait passé des années à se demander ce qu'elle aurait pu être si elle avait été plus courageuse. « Tu as été courageuse », a-t-elle dit, en me serrant la main. Le nom de Jessica a fini par être prononcé. Elle a du mal. Toute la situation l'a forcée à se regarder en face. Et elle n'aime pas ce qu'elle voit. Ta mère dit qu'elle suit une thérapie. C'est bien, ai-je dit, et je le pensais vraiment, pas avec satisfaction, mais avec l'espoir sincère qu'elle puisse trouver la paix dont elle a besoin. Est-ce que tu penses que tu leur pardonneras un jour? A demandé grand-mère. Vraiment leur pardonner? J'ai examiné la question avec soin. Je pense que le pardon n'est pas un moment unique. C'est une multitude de petits choix. Je choisis de ne plus porter la colère. Est-ce que c'est la même chose que le pardon? Je ne le sais pas encore. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Le trajet de retour vers Brooklyn a été différent cette fois. Moins comme une fuite et plus comme un retour à la maison par choix. Mon téléphone a vibré alors que je passais la frontière de l'État de New York. Un message de Melissa. Le groupe de discussion familiale dit que Jessica prévoit Thanksgiving. Est-ce que tu viendrais si on te promettait qu'il n'y aurait pas de drame? Je me suis arrêtée sur une aire de repos pour y réfléchir. La fête qui avait toujours mis en lumière chaque dysfonctionnement familial, chaque comparaison, chaque navigation prudente entre l'ego de Jessica et l'inconscience de mes parents. L'idée de retourner volontairement là-bas me nouait l'estomac. Mais peut-être était-il temps d'arrêter de leur donner le pouvoir de définir ces espaces. Peut-être pourrais-je me présenter exactement comme j'étais maintenant, prendre de la place sans m'excuser, et partir quand je le voudrais, selon mes termes, pas les leurs. J'ai répondu par message. Redemande-moi. En octobre. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus. C'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose que je construisais, tout comme tout le reste dans ma vie, avec soin, délibérément, sur ma propre fondation. Le rapport d'enquête était toujours dans le tiroir de mon bureau. Ce document accidentel de ma réhabilitation que Jessica m'avait offert par sa propre méchanceté. Parfois, je le sortais et je le lisais, me rappelant que chaque chose dans ces pages était réelle, était à moi, avait été méritée. Mais la plupart du temps,
Je n'en avais plus besoin. La preuve n'était pas dans le salaire documenté ou les accomplissements vérifiés. Elle était dans la confiance tranquille que je ressentais en marchant dans mon quartier, dans le travail que je faisais, qui me mettait au défi et m'épanouissait, dans la vie que j'avais construite et qui m'allait comme un vêtement sur mesure. Jessica avait engagé des enquêteurs pour prouver que je mentais, pour m'exposer comme une fraude, pour me ramener là où elle avait toujours cru que j'appartenais. Au lieu de cela, elle avait payé des milliers de dollars pour documenter la vérité, que la petite souris avait trouvé son rugissement, construit son royaume, et n'avait besoin de la permission de personne pour s'épanouir. Et cela, plus que n'importe quelle révélation dramatique ou excuse larmoyante, était la vraie victoire. Pas de leur avoir prouvé qu'ils avaient tort, mais de m'être prouvé que j'avais raison, pas leur validation, mais ma propre connaissance inébranlable que j'étais exactement la personne que j'avais décidé de devenir. La fille qui était partie avec 2 valises et une bourse était devenue une femme avec des brevets, des prix, un compte d'épargne et une vie qu'elle avait choisie. Certains contes de fées parlent de princes et de châteaux. Le mien parlait de quitter la maison, de se trouver soi-même et d'apprendre que la meilleure vengeance est de construire quelque chose de si solide, si réel, si indéniablement à soi que personne ne peut vous l'enlever. Pas même la sœur qui a essayé. La conversation s'est estompée dans ma mémoire au fil des semaines, non plus comme une douleur vive, mais comme quelque chose de calme et de réglé. La vie a repris son rythme familier. Les échéances au travail, les courses matinales, les cafés avec des amis, le bourdonnement constant d'une vie qui n'avait plus besoin d'être justifiée auprès de personne. Le rapport d'enquête est resté dans le tiroir de mon bureau. Parfois, je le sortais et je le parcourais, non pas parce que j'avais encore besoin de preuves, mais parce qu'il me rappelait d'où je venais. Des pages sèches remplies de faits et de chiffres qui racontaient, malgré tout, l'histoire d'une fille qui refusait de disparaître. Lizzie Marie Morrison, ingénieure logiciel senior, financièrement stable, bien équilibrée et satisfaite. Je souriais à chaque fois que je lisais cette ligne. Jessica n'a plus jamais repris contact, pas une seule fois. Par Mélissa, j'entendais des fragments. Elle disait aux gens que l'enquêteur s'était trompé, que j'avais tout orchestré, que les chiffres ne pouvaient pas être exacts. Le déni la suivait partout, comme une ombre qu'elle traînait derrière elle. Ce n'était plus mon problème. Mon père et ma mère sont restés des présences hésitantes à la périphérie de ma vie, des messages occasionnels, des formulations prudentes, une reconnaissance sans attente. C'était étrange de les voir incertains autour de moi pour la première fois. Étrange mais pas désagréable. Le plus grand changement a été interne. Je ne ressentais plus le serrement instinctif dans ma poitrine quand mon téléphone vibrait avec un nom de famille. Je ne répétais plus mes explications pour justifier mes choix. Je ne mesurais plus ma valeur à l'aune de la règle qu'ils avaient utilisée durant toute mon enfance. J'avais arrêté d'attendre une permission. 3 mois après le dîner, ma promotion est devenue officielle. Le travail était exigeant et exaltant, et pour la première fois, le succès ne ressemblait pas à un acte de défi, il ressemblait à un alignement. J'ai envoyé à grand-mère une photo de la vue depuis mon bureau. Manhattan s'étirait sous un ciel d'hiver pâle. « Je savais que tu le ferais. Je suis si fière, » a-t-elle répondu. « Viens bientôt. » Quand je suis allée la voir, ce n'était pas pour une fête ou une obligation familiale. Un café le matin, son jardin l'après-midi, des histoires qui ne tournaient pas autour du conflit ou de la comparaison. Elle m'a parlé des rêves qu'elle avait mis de côté, des regrets qu'elle portait silencieusement. J'ai écouté d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Non pas comme une enfant cherchant une approbation, mais comme une adulte partageant un espace. « Tu as été courageuse », a-t-elle répété en me serrant la main. « Tu as fait ce que je n'ai pas fait. » Cela comptait plus qu'elle ne le pensait. Sur le trajet du retour vers Brooklyn, j'ai pensé au pardon, à la façon dont ce n'était pas un grand geste ou une déclaration, mais un relâchement lent de la prise. Je ne portais plus la colère, je ne la nourrissais pas, je ne la revisitais pas.
Je choisissais, jour après jour, d'avancer sans elle. Quand Mélissa m'a envoyé un message pour Thanksgiving, je n'ai pas ressenti d'effroi. J'ai ressenti de la curiosité. Redemande-moi en octobre, ai-je répondu. Ce n'était pas une promesse. De retour dans mon appartement, la vie continuait de remplir l'espace où le ressentiment habitait autrefois. Un travail qui me mettait au défi. Des amis qui me connaissaient, des soirées calmes qui semblaient méritées, une confiance qui n'avait pas besoin d'être annoncée. Jessica avait engagé des enquêteurs pour prouver que je mentais, pour m'exposer, pour me rétrécir à nouveau dans le rôle qu'elle avait besoin de me voir jouer. Au lieu de cela, elle avait payé pour documenter la vérité, que j'étais réelle, que ma vie était réelle, que mon succès n'était pas une performance ou une rébellion, mais le résultat naturel de la persévérance et de la foi en soi. La petite souris n'avait pas disparu. Elle avait acquis des dents et une voix, et un avenir qui n'appartenait qu'à elle. Non pas parce qu'elle avait prouvé aux autres qu'ils avaient tort, mais parce qu'elle s'était enfin prouvée à elle-même qu'elle avait raison.